Bonne année. Bonne année, effectivement, bonne année. Nous voici en début 2026. Et comme à chaque début d'année, on fait un peu le bilan, on regarde un peu où nous en sommes. Et pour nous, ici à Stratégie, on regarde notre continent. On regarde l'Afrique. Je dois avouer, Franck, que moi, j'ai 60 ans et j'ai l'impression que depuis 60 ans, on parle du potentiel de l'Afrique. Un continent qui a tellement de potentiel, qui a tellement de richesses, qui a tellement de minéraux. Et en même temps, on l'a vu, c'était un des éléments marquants de 2025, un continent qui est dépendant de l'aide internationale pour ses services les plus basiques, pour la santé de ses citoyens, pour l'eau potable. On a vu que les autres, quand ça leur convient, ils peuvent mettre fin à cette aide à tout moment. Et ça a coûté des vies aux Africains. Et on doit dire que nos gouvernements, même assez régulièrement, quand on revendique des projets de développement, quand on revendique la route, l'école, l'hôpital, la question de il n'y a pas assez d'argent revient aussi assez régulièrement. Or, je sais que l'Afrique, chaque année, perd énormément d'argent, perd énormément de ressources. On parle de flux financiers illicites. Alors, je crois que pour commencer 2026, Franck, les flux financiers illicites, ce grand mot, c'est quoi exactement? Effectivement, car l'Afrique est perçue comme un pays comme un continent qui demande des ressources, qui demande de l'aide. Mais on oublie de dire que si l'Afrique gérait bien ses ressources, la situation serait largement meilleure. Et un des piliers pour comprendre cette assertion, cette affirmation, c'est les flux illicites financiers. C'est-à-dire que c'est cet argent qui sont gagnés, qui sont transférés ou qui sont utilisés de manière illégale. Donc, en termes simples, c'est l'argent qui aurait pu être capté par les États à travers les impôts, à travers la fiscalité, mais qui se retrouve hors du circuit public à travers différents mécanismes de manipulation qui mettent en œuvre à la fois des entreprises africaines, des entreprises multinationales surtout, en complicité avec des responsables administratifs, des responsables politiques, et qui font que chaque année, on estime entre 60 et 90 milliards de dollars les sommes que l'Afrique perdrait, ce qui est largement supérieur à l'aide publique au développement, ce qui est largement supérieur aux investissements directs étrangers qu'on observe aujourd'hui. Donc, c'est une somme qui, globalement, est évaluée à 3,7% du PIB africain. C'est énorme. C'est énorme quand on sait par ailleurs que parfois, certaines réformes douloureuses, contestées, préconisées par les institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale, ne nous promettent que des bons en termes de croissance de 1% du PIB. Donc, travailler sur la réduction de ces flux financiers illicites est vraiment une urgence en 2026. OK. Et ce d'autant plus qu'on est dans un environnement où vous le dites, avec l'arrivée par exemple de M. Trump, la suppression de l'aide publique au développement américaine et tous les dégâts que ça a entraîné, on voit bien que l'Afrique a besoin d'optimiser, rationaliser la mobilisation et l'usage de ses ressources propres. Alors, si j'ai bien compris, hein, en termes simples et directs, nous avons de l'argent, nous laissons fuiter cet argent. Et je crois que ça, chaque citoyen africain le sait. Instinctivement, on le perçoit, on le comprend. La complicité entre les grandes multinationales, les grandes entreprises, parfois même des petites entreprises, et nos politiques. Donc, on laisse fuiter l'argent et l'argent qu'on laisse fuiter, ce que j'ai compris dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est supérieur à toute cette aide au développement qu'on reçoit. Qui officiellement a pour objectif de 0,7% du PIB et qui n'est jamais atteint. Voilà. Et il faut dire que on
perd notre dignité. Ce n'est pas seulement des questions financières, mais je crois que l'aide au développement est dérangeant pour tout Africain. Donc, on est en train de laisser partir notre propre argent pour aller faire les salamalek pour des miettes. Pour des miettes, pour un argent qui ne correspond même pas au montant, et que même l'investissement, ça c'est un élément important, que même l'investissement direct étranger, que on sollicite, on court, on fait beaucoup la cour à ces investissements internationaux, même ça est moins important que cet argent qui fuite. Alors, donc, flux financier illicite, ça va être un focus. 2026, ça doit être un focus. Mais la question que je te poserai, c'est cet argent vient d'où? Parce que comme je viens de te dire, on perçoit ça en tant que citoyen, mais elle vient d'où? Elle sort d'où? Déjà, il y a globalement 3 grandes causes de fuite de cet argent. Il y a ce qu'on appelle les transferts frauduleux. C'est la fraude fiscale, c'est la fraude commerciale. Et ça représente, d'après l'ONU et d'autres institutions internationales, environ 65%. C'est-à-dire que quand les gens font, entre guillemets, de l'optimisation fiscale, quand les gens font de la fausse facturation, quand ils font des manipulations, ce qu'on appelle les prix de transfert, c'est-à-dire que vous savez, les multinationales, ils ont des mécanismes par lesquels ils baissent dans leur comptabilité, ce qui sont censés reverser comme impôts dans les pays africains pour les diriger vers leurs filiales qui sont logées dans des paradis fiscaux. Donc, c'est ce qu'on met dans le transfert frauduleux. La seconde source, qui est 30%, d'après les institutions internationales, c'est la corruption et la criminalité. Et bien sûr, ça engage les élites politiques, les réseaux mafieux transnationaux, et ça concerne presque tous les secteurs. Et le dernier élément, c'est le blanchiment. Le blanchiment qui concerne 5%, d'après les derniers rapports des Nations Unies sur la question. Waouh! Je crois que les 3 sources-là ne sont pas surprenantes, mais les pourcentages sont un peu surprenants. Donc, si je comprends bien, 65%, c'est couvert par l'activité commerciale licite, légale. Oui, c'est les fragilités institutionnelles, fragilités juridiques et réglementaires qui sont exploitées scientifiquement par les multinationales. OK. Je crois que ce que beaucoup de citoyens africains ressentent, que les Blancs sont encore en train de soutirer notre argent, ça se comprend mieux. C'est-à-dire que s'il ne s'agit pas d'un vol où quelqu'un vient et ramasse de l'argent pour partir, mais plutôt une exploitation fine des faiblesses qu'il y a dans nos systèmes fiscaux, dans nos lois, dans notre réglementation, et je parie pour beaucoup dans notre contrôle bien sûr. De ce que ces entreprises-là doivent payer, mais il y a aussi la corruption qu'on connaît et le blanchiment. Alors, s'il faut lutter contre ça en 2026. Déjà, il faut dire que l'Afrique s'est réveillée. Il y a plusieurs initiatives qui ont été initiées, au moins depuis 2015, avec une initiative pilotée par l'ancien chef de l'État sud-africain, M. Thabo Mbeki. Mais au niveau international, il y a des grandes initiatives pilotées avec l'OCDE, appuyées par la Banque mondiale, etc. Et il faut dire que même s'il y a quelques petites avancées qu'on commence à voir dans des pays qui cherchent à renforcer justement leur dispositif institutionnel, leur cadre juridique, beaucoup reste encore à faire. Et aujourd'hui, d'après les experts, tout le monde convient pour dire que pour continuer dans ce combat, il est urgent, premièrement, de travailler sur le renforcement des dispositifs juridiques et réglementaires. Parce que ce sont ces failles-là de la loi qui permettent donc que ces multinationales continuent à faire le pillage. Le second élément, c'est de renforcer les capacités des administrations. Les administrations fiscales, les administrations douanières, parce que sans la capacité, les lois ne sont pas appliquées. Et par capacité, c'est à la fois la compétence, mais aussi la capacité de se déployer. Bien sûr, voilà. Bien sûr, parce qu'il est important de mettre en place des systèmes pour tracer. Et ça amène aussi un autre pilier qui est le pilier, si vous voulez, de renforcer la gouvernance et la transparence. Ça veut dire que
partout on met en place la redevabilité du niveau basique local dans tous les secteurs jusqu'au niveau central, avec des rapports qui sont réguliers, avec des institutions supérieures de contrôle qui font effectivement leur travail et où il y a une forme d'État intelligent dans le sens où les leçons sont tirées en termes de réforme et appliquées d'un exercice fiscal à un autre. C'est comme ça qu'on progresse. Et il y a des pays qui avancent. Par exemple, le Maroc a augmenté dans certains domaines de 40% ses recettes en modifiant simplement et la loi et en renforçant un peu quelques-unes de ces institutions. Okay. Voilà, donc ça aussi c'est absolument important. Mais le monde évolue aussi très rapidement. Par exemple, il y a les nouvelles technologies. Voilà. Il y a des nouvelles technologies. Donc on parle de plus en plus de moderniser aussi les systèmes étatiques pour que, par exemple, avec l'essor des crypto-monnaies, de la fintech, voilà, les nouvelles formes de fraude n'échappent plus aux États. Parce qu'il se trouve malheureusement que dans le monde en général et en Afrique en particulier, le secteur privé toujours est en avance sur nos institutions publiques, etc. Et le dernier pilier qui semble important, c'est la réduction de l'informalité et l'inclusion financière. Plus il y aura des acteurs économiques qui seront dans le système avec la traçabilité, plus ce sera facile de suivre. Et l'informabilité, pourquoi? Parce qu'un des gros facteurs de ces transferts-là, c'est ce qu'on appelle le hawala. Le hawala, c'est un mécanisme financier assez intéressant qui existe beaucoup plus en Afrique de l'Est et en Afrique sahélienne, où par exemple quelqu'un, parce qu'il a un correspondant dans un autre pays, voilà, peut ordonner un paiement en recevant de l'argent sur place. Sur place. Donc, c'est des mécanismes qui échappent totalement au système. À la traçabilité du système. Donc, plus il y a l'inclusion financière, bancaire, donc la traçabilité, plus l'État peut justement contrôler. OK. Donc, les piliers sont clairs. Voilà. Il faut des meilleures lois, il faut des meilleures règles. Il faut donner la capacité aux institutions de se déployer, de faire vraiment leur travail en amont, pendant et après pour le contrôle. Et il faut aussi être sûr qu'on a une transparence globale dans le système financier. Ça, pour nous, à stratégie, public finances which are open and transparent. On doit savoir, c'est l'argent public, on doit à tous les niveaux avoir une traçabilité, avoir une ouverture, avoir une redevabilité. Mais quand j'ai gardé quand même le meilleur pour la fin, c'est qu'un des grands enjeux, puisqu'on a parlé du rôle des multinationales, c'est au niveau international la nécessité d'une coopération. Parce que ces multinationales arrivent à faire ces transferts aussi parce qu'il y a des institutions financières qui les protègent, qui leur assurent la discrétion, et il y a des paradis fiscaux. Voilà, voilà. Et là aussi, l'Afrique ne dort pas. L'Union africaine a initié auprès des Nations Unies tout un processus qui comprend la fiscalité, qui comprend la protection contre ces paradis fiscaux pour qu'il y ait une coopération internationale. Très bien. Et là, maintenant, on va voir, nous, à stratégie, quelle est notre approche, quel est notre rapport. Effectivement, parce que malgré toutes ces idées, ces orientations, les résultats peinent à être à la hauteur. Et c'est la raison pour laquelle nous, à stratégie, nous avons des idées particulières sur quel serait le plus d'une approche un peu plus holistique, plus systémique, qui renforce la fonctionnalité de l'État et qui aide justement à mieux tacler cette question. Nous venons de voir que, à travers le diagnostic, l'essentiel des réformes, des recommandations et des orientations en matière de lutte contre les flux financiers illicites se rapportent au renforcement des États africains. Et sur ce point, Stratégie a une vision, parce que depuis des années maintenant, nous sommes connus pour proposer à tous nos partenaires le concept d'État fonctionnel. Qu'est-ce que ça suppose dans le domaine de lutte contre ces flux financiers illicites? On peut dire que les flux financiers illicites, qui sont un élément, comme on vient de voir, de la gestion publique des finances, et sont à la fois un indicateur et un élément essentiel d'un État fonctionnel. Alors, l'État ne peut pas fonctionner sans ses ressources, et si on laisse échapper les ressources de l'État, après ça, l'État n'a pas de quoi livrer les autres services aux citoyens.
Donc ici, quand nous parlons d'État, on doit parler de l'État dans sa globalité. De l'exécutif, bien sûr, qui est clé, le ministère des Finances, la douane, tous ces services qui sont impliqués dans la gestion des finances publiques, la fiscalité, etc. Maintenant, on doit aussi parler, ça c'est l'exécutif, on doit aussi parler du législateur, parce que le législateur a un rôle très important. On a dit tout à l'heure que l'une des faiblesses dans beaucoup de pays africains, c'est la loi. L'une des faiblesses, c'est la réglementation. Donc, le législateur joue un rôle clé en mettant en place le cadre juridique qu'il faut pour pouvoir lutter contre les flux financiers. Et surtout en contrôlant l'exécutif dans la mise en œuvre, le respect de cette législation. Voilà. Alors, l'aspect contrôle est, je dirais personnellement, peut-être l'aspect la plus importante pour le législateur, ou bien l'aspect qui est le moins aujourd'hui mis en œuvre par les législateurs africains. C'est-à-dire que les commissions des finances publiques au niveau d'une assemblée nationale, au niveau d'un Sénat, les commissions d'audit, ça dépend de l'appellation de chaque pays, ont un rôle pour contrôler, pour questionner tout à la fin de l'année. Quand le ministre des Finances vient devant l'Assemblée nationale, ça devrait être un exercice très difficile pour lui d'expliquer ce qui s'est passé avec les finances publiques face aux législateurs du pays. Et la commission des finances publiques dans une assemblée a un rôle d'audit, a la capacité d'exiger des audits, de demander des contrôles sur les finances publiques afin de limiter ces flux financiers illicites. On a parlé des contrats commerciaux tout à l'heure, des transferts. Ça fait partie de ce que au niveau des commissions des finances publiques, on devrait vraiment contrôler au moment de la signature des contrats avec ces grandes entreprises multinationales dans des domaines, dans les secteurs comme les mines, qui sont des secteurs vraiment où il y a beaucoup de fuites d'argent. Et ce rôle de contrôle est important. Mais maintenant, il y a une autre branche de l'État qui est le juridique. Et les institutions supérieures de contrôle de nos États, moi je suggère toujours à tout le monde, parce que c'est des institutions qui sont très discrètes dans nos États et que peu de personnes connaissent. C'est eux les contrôleurs des finances publiques. Vous parlez des cours des comptes, des chambres de comptes. Voilà, des cours des comptes, des chambres de comptes, toutes ces institutions-là qui ont pour rôle de contrôler les finances de l'État et de produire des rapports chaque année. Alors, ce qui est intéressant, je crois que dans nos États, dans beaucoup de nos États, c'est des institutions plutôt efficaces qui produisent des très bons rapports. Malheureusement, et là maintenant on revient à la fonctionnalité de l'État dans son ensemble, malheureusement souvent ces rapports sont mis dans un tiroir quelque part, ne font même pas l'objet d'une communication publique comme il se doit pour vraiment informer les citoyens sur comment est-ce que leur argent a été géré pendant une année. Et encore pire, quand ils condamnent l'exécutif, quand ils disent vous avez mal géré ici, vous avez besoin de faire telle réforme, vous avez besoin d'améliorer dans ce domaine-là, très souvent, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi pour la véritable mise en œuvre. Donc, dans l'approche que nous suggérons en stratégie, c'est une approche holistique en ce qui concerne l'État lui-même, qui
et une approche où l'État apprend, un État qui est apprenant, qui met en œuvre, qui contrôle, qui fait des constats et qui se dit l'année prochaine, on doit améliorer dans tel domaine, on doit réduire progressivement jusqu'à zéro ces flux financiers illicites. Et ce que je sais aussi, c'est que au-delà de l'État, dans ces trois branches, l'exécutif, Voilà. le législatif et le judiciaire, il y a d'autres architectes, Absolument. d'autres acteurs clés qu'il faut mobiliser pour justement construire un État fonctionnel qui réduise au minimum les flux illicites, notamment la société civile, le secteur privé. Absolument. Dans l'approche dont nous parlons en stratégie, c'est holistique au sein de l'État lui-même, mais c'est holistique parce qu'on a trois architectes clés qui bâtissent un État. L'État est là, mais l'État doit fonctionner avec la société civile, doit fonctionner avec le secteur privé. Quand nous parlons société civile ici, on peut parler de différentes catégories de société civile. Au sein de la société civile, nous avons des associations qui ont pour rôle d'améliorer la gouvernance dans un pays. Donc, qui font un travail de veille, qui font un travail de contrôle, qui font un travail d'information et d'inclusion des citoyens dans la gestion des finances publiques. On a les experts. Alors, dans beaucoup de nos pays africains, il y a de l'expertise qui n'est pas utilisée, qui n'est pas mise en œuvre. Quand nous parlons experts comptables, auditeurs, etc., qui existent en tant que des professionnels, mais qui ont aussi des associations au sein de tous nos pays. Ces groupes-là, malheureusement, ne sont peu associés à la gestion des finances publiques. Or, eux, ils ont l'expertise, souvent une expertise pointue. Et par contre, ils sont très souvent mobilisés, efficacement mobilisés par les multinationales. Voilà, voilà. Donc, c'est très important pour nos États, pour améliorer la fonctionnalité, de vraiment puiser dans l'expertise qui existe dans un pays. Et en parlant d'expertise, il y a un autre niveau d'expertise qui est dans nos universités, dans les instituts de recherche. Nous avons des personnes qui ont une expertise en termes de recherche, d'analyse, et qui souvent sont connectés au niveau international à leurs associations et à leurs pairs, et qui, donc, encore une fois... Qui ont modélisé, documenté tous ces flux-là, voilà, et qui savent précisément où agir. Voilà. Donc, toute cette société civile doit être associée pour éliminer les flux financiers illicites. Le troisième groupe, c'est le secteur privé. Et le troisième architecte, comme on les appelle, c'est le secteur privé. Et le secteur privé, on doit en Afrique toujours le regarder en termes du secteur formel et du secteur informel. Dans beaucoup de nos pays, la vaste majorité des entreprises sont dans l'informel. Et leurs actions sur les flux financiers illicites sont à deux niveaux très, très différents. On a parlé des grandes multinationales et de toutes les failles en termes de système juridique, réglementation, les contrats qui peuvent être exploités. Mais tout à l'heure, tu as parlé de ces transferts financiers qui échappent au système bancaire, qui échappent au système parce qu'ils sont dans l'informel. Parce qu'ils sont dans l'informel. Donc, au niveau de l'informel, c'est plus un travail pour aller progressivement vers la formalisation, vers l'inclusion de ces entreprises-là dans les systèmes financiers formels. Et au niveau des multinationales, c'est beaucoup plus un travail de mettre en place des bons contrats, mettre en place une bonne réglementation et puis faire le contrôle qui est nécessaire. Mais pour tout ça, l'État a besoin d'utiliser tous ces instruments. Première chose, le dialogue.
l'État doit parler, doit créer les forums de dialogue avec tous ces différents architectes pour qu'on puisse prendre des décisions ensemble qui sont adaptées au contexte de chaque pays, mais qui répondent aux normes internationales qui sont souhaitées. L'État doit aussi pouvoir agir, se déployer, comme on a dit, dans son contrôle, dans son rôle de contrôle. C'est ça le rôle de l'État, l'exécutif, le législateur et le juridique. Donc, ils doivent pouvoir contrôler. Mais après, il faut encore un dialogue pour la mise en œuvre. Pour la mise en œuvre. Et c'est donc à la fois une carotte dans le sens de on va dialoguer, on va voir mettre en place des réglementations qui conviennent à tout le monde. L'État doit être aussi, comme carotte, il doit aussi être transparent sur comment est-ce que la gestion des finances publiques est en train de créer un environnement favorable à tous les acteurs. À tous les acteurs. Il nous faut les infrastructures, il faut l'électricité, il faut la route, etc. pour que les entreprises voient à quoi servent ces impôts qu'ils sont en train de payer. Parce que la qualité de la dépense publique influence le consentement à l'impôt et aux efforts pour réduire justement les fraudes. Absolument. Et, mais l'État doit aussi utiliser son bâton. C'est-à-dire que quand il y a des personnes qui enfreignent la loi, qui ne contribuent pas comme il se doit à leur contribution aux finances publiques, en payant leurs impôts, en faisant les transferts comme il faut, en respectant les contrats qu'ils ont signés, l'État doit pouvoir punir et s'améliorer à chaque fois. Tout à l'heure, on a parlé de la technologie. La technologie est à la fois notre ami et notre ennemi. La technologie, l'État doit maîtriser suffisamment la technologie pour pouvoir faire le contrôle, pour pouvoir rendre les systèmes, les procédures plus fluides, plus rapides, etc. Mais on doit aussi tenir compte que la technologie permet de contourner, permet les fuites et l'État doit pouvoir mettre en place des systèmes pour contrôler cet ensemble. Donc, si on retient bien, pour arriver à lutter efficacement contre ces flux financiers illicites, il faut renforcer la fonctionnalité des États africains, parce que c'est d'elle que va découler justement la réduction de ces flux. Et ça suppose donc que l'État dans ses différentes branches soit mobilisé, soit volontaire, travaille avec en synergie, mais aussi qu'il crée les conditions pour que d'autres architectes, la société civile, le secteur privé, soient engagés. Nous sommes en 2026, dans un monde qui bouge beaucoup. Pour terminer, qu'est-ce qu'on devrait avoir à l'esprit comme questionnement pour conduire et naviguer cet environnement complexe en rapport justement avec une mobilisation optimisée des ressources africaines et une réduction donc de fait de cette fraude et de cette transfert illicite? Quelques questions clés. Je vais commencer, tu pourras compléter. Mais je crois d'abord, dans sa stratégie de lutte contre les flux financiers illicites, l'État doit avoir cette approche holistique dont on parle. Est-ce que souvent, parce que malheureusement, la lutte contre les flux financiers illicites souvent est initiée par des projets de développement et souvent ça vient de manière fragmentée. On veut travailler avec la douane ici, on veut travailler avec la fiscalité là-bas, on veut travailler avec les entreprises de l'autre côté. Or, les stratégies de flux financiers illicites sont des stratégies d'un État et donc cet État-là doit avoir une approche holistique et doit se poser la question qui conduit, qui est le champion, qui est le porteur de cette stratégie. Souvent, ça doit être le ministère des Finances, mais ce ministère des Finances, son rôle c'est un rôle de leadership. Donc, ça veut dire que c'est un rôle d'amener tous les autres, pas de dominer tous les autres acteurs. C'est ce que je dirais, mais leadership de facilitation. Voilà. Donc, doit faciliter, doit conduire tous ces autres acteurs que nous avons mentionnés pour
mener à bien cette stratégie. Pour moi, c'est la question clé. Maintenant, il y a d'autres... Ça veut dire, ça entraîne des sous-questions. Est-ce Voilà. que le cadre est créé? Est-ce que la volonté manifeste de l'État est manifestée à travers des objectifs clairs, à travers la mise en place des mécanismes pour parler d'État qui apprend, Voilà. pour tirer les leçons et les intégrer? Voilà. Est-ce que les principaux segments de la société, notamment les différents architectes, sont mobilisés dans cette lutte et leurs propositions sont connues et sont discutées? Et surtout, est-ce que, comment je vais dire ça, on met ça en relation avec les évolutions aussi au niveau international? Parce qu'il y a aussi un gros travail qui se fait à l'international. Il y a des bonnes pratiques, il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres. Est-ce que nous sommes en train de tirer les leçons et de les intégrer? Et pour moi, il y a une question finale. Que ressent le citoyen? Hein? Un État doit toujours tenir compte du fait que cet argent-là, c'est l'argent des citoyens. Est-ce que, après une année, le citoyen a le sentiment qu'il connaît plus où est son argent, ce que fait son argent, comment est-ce que cet argent a été géré et est-ce que le citoyen ressent les résultats? Donc, est-ce qu'on a diminué les flux financiers illicites de manière à avoir plus d'argent disponible pour apporter l'eau, l'électricité, la route, l'école aux citoyens? C'est ça la question finale. Parce qu'au final, c'est un enjeu de souveraineté économique, c'est un enjeu de développement tout court. Absolument. Donc, 2026, Franck, on a du pain sur la planche avec tous nos partenaires, mais l'Afrique a la possibilité de faire des choses très intéressantes sur les flux financiers illicites. Et tous, on doit avoir à l'esprit, l'État fonctionnel, c'est la clé qui permet de résoudre l'essentiel des problèmes.